Bon alors il y a quelques temps je vous ai présenté 10 points pour lesquels le Japon atomise la France, mais genre à 10 000 lieues. Je peux vous dire au-dessus je pense que c'est inox. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! D'ailleurs force à lui. Mais il est temps de prendre notre revanche et de montrer que la France, elle a de quoi se défendre. Et je vais donc vous parler de ces choses que j'aimerais bien voir changer, évoluer au Japon pour pourquoi pas ressembler un petit peu plus à la France. Parce que vous allez voir que pour certains points, au bout d'un moment il y en a marre! Il y en a marre! Il y en a marre! Et donc écoutez, c'est dans ce typhon qui arrive que je vous laisse vous préparer votre petit café des familles, mais très rapidement parce qu'on passe directement au premier point. La banque! Et je pense que vous voyez déjà à ma tête ce que j'en pense. Je pense sincèrement que c'est un des trucs qui m'énerve le plus quand on parle du Japon, tellement tout est chiant, rien n'est pratique. Et surtout, dès que tu essaies de faire la moindre chose avec ton compte en banque, tu te fais douiller de tous les côtés! Rien que pour retirer ses thunes, ce qui est quand même la base quand on parle d'une banque, je vous promets, il faut avoir fait Sciences Po pour analyser la chose de la bonne manière pour que tu te fasses pas enculer par des frais qui peuvent aller de 110 à 330 yens. Combien? À chaque fois que tu retires! Alors là, on est juste devant un combini et comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, les combini c'est ultra pratique pour tout un tas de choses, mais surtout, ils ont quasiment tout le temps des ATM qui sont donc des distributeurs d'argent et il faut qu'on en parle. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de distributeur, c'est qu'il faut faire ultra attention au moment où tu retires ta thune. Faut déjà que tu fasses attention à l'heure, parce qu'en fonction des horaires, les frais sont plus élevés, genre à partir de 18 h. C'est plus cher. Le jour aussi, il faut faire très attention, parce que les week-ends et les jours fériés, c'est plus cher. En fonction de ta banque aussi, parce que comme vous voyez, voilà, il y a des ATM, mais il y en a certains qui sont reliés à certaines banques. Et du coup, si tu tires avec la banque qui n'est pas la banque du ATM en question, c'est plus cher. Et ça, là, c'est quand tu peux retirer. Parce que autant la machine, elle fonctionne 24 h sur 24, mais votre banque, par contre, le samedi soir, par exemple, elle peut rentrer en période de maintenance. Ouais. Ce qui fait que si t'as pas pensé à retirer tes thunes avant, t'es niqué, mon pote. T'es niqué. Non mais combien de fois ça m'est arrivé un samedi soir d'avoir oublié de tirer mes thunes et d'être totalement dans la galère pour aller boire un coup avec des potes et tout, mais... No! God, please, no! No! Horrible, horrible, vraiment. Alors heureusement maintenant on peut utiliser nos cartes à peu près partout, c'était pas forcément vrai à une autre époque. Et si t'as vraiment besoin de cash et que t'as oublié de tirer tes thunes le samedi avant 8 h, t'es baisé jusqu'au dimanche 8 h du matin. Et là encore, on a parlé que des frais bancaires et de la galère pour retirer ta thune. Mais déjà, le simple concept de devoir payer pour retirer ton argent, on est d'accord qu'il y a un problème. Ça me fusille. Il y a un autre truc que je déteste vraiment au Japon. Là, si vous voulez, ça fait plusieurs années qu'ils mettent en place plein de nouveaux systèmes de paiement. Ce qui est dans un sens une bonne chose, parce que ça change pas mal de l'époque pas si lointaine où sans cash, je pouvais littéralement rien faire. Par contre, leur truc de paiement là, déjà, il y en a beaucoup trop. Et surtout, c'est tellement pas pratique. Chaque compagnie, elle a décidé de faire son petit truc de paiement. Donc toi, tu te dis, bon, c'est cool, concurrence, tout ça, au moins on a le choix. Mais non! Parce que ça devient juste un giga bordel. Par exemple, admettons que tu utilises LinePay. Et il y a des endroits où tu pourras juste pas l'utiliser. Parce que leur petite machine, elle est uniquement compatible avec PayPay. Nope. Mettez-vous d'accord au bout d'un moment, bordel. Au lieu d'avoir 30 trucs qui bégayent, faites-en un qui marche bien. Et partout. Alors heureusement maintenant on a Apple Pay, Google Pay et tous les systèmes de sans contact de manière générale qui fonctionnent à peu près partout. Et donc je peux même payer avec mes cartes françaises et donc économiser 40% sur tout ce que j'achète grâce au yen qui est en train de se casser la gueule. Le rat. Discret, prudent, intelligent. Mais heureusement que j'ai des cartes françaises. Parce qu'au Japon, quand tu ouvres un compte en banque, on te donne pas une carte bleue, non. On te donne une cash card, dont le principe est de retirer ton argent, en t'arnaquant de quelques frais au passage, et c'est tout. Quoi? Tu veux payer dans un magasin ou sur internet avec? Non mon pote, non. Pour ça, il faut demander soit une carte de débit, soit une carte de crédit. Et le résultat c'est quoi? C'est que tu te retrouves avec 15 000 cartes dans ton portefeuille. Je vous promets, au bout d'un moment, c'est plus un portefeuille, c'est un classeur qu'on va devoir se trimballer. Alors tu collectionnes quoi toi? Moi j'ai du Pokémon, du One Piece, et toutes mes cartes de crédit et de fidélité. Enfin voilà, et dites-vous que j'ai même pas fait le tour de tout ce qui est réellement chiant, mais je pense que vous comprenez déjà à quel point le système bancaire au Japon, c'est vraiment à l'opposé total de l'innovation, la praticité qu'on peut retrouver ailleurs dans le pays. Et autre chose qui manque beaucoup au Japon, malgré sa démocratisation dans le reste du monde et en France récemment, c'est les néobanques. Et d'ailleurs j'en profite pour vous présenter justement des blocs qui sponsorisent cette vidéo.
Alors, c'est quoi exactement Débloc? Bien, c'est tout simplement une société française régulée par la Banque de France et l'AMF qui vous permet d'ouvrir un compte en banque où tout est transparent, tout est simplifié et surtout gérable depuis son smartphone. Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement en moins de 2 minutes, auquel vous aurez accès directement via l'application qui est ultra intuitive, épurée, ce qui personnellement est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce que s'il y a bien une chose où tu veux que ce soit simple et efficace, c'est clairement ton application bancaire. Quand vous créez votre compte, vous avez d'office une carte virtuelle qui est compatible avec Apple Pay et Google Pay, mais vous pouvez bien sûr obtenir une carte physique que vous pouvez customiser vous-même. Et un truc que j'ai trouvé rigolo, c'est que même votre numéro IBAN, vous pouvez vous-même le choisir. Donc Débloc, c'est vraiment un compte à votre image, et vous avez d'ailleurs plein de fonctions qui sont vraiment géniales. Pour envoyer de l'argent à vos amis, votre famille, ça se fait littéralement en 2 clics, et c'est même instantané s'ils ont eux aussi un compte Débloc. Vous pouvez créer des cartes à usage unique, quand vous faites des achats sur internet par exemple, ça évite les fuites de données. Et autre chose que j'adore pour quelqu'un comme moi qui doit souvent aller à l'étranger pour le travail, c'est que vous n'avez aucun frais bancaire en payant dans d'autres devises. Et aussi d'ailleurs, autre truc cool, s'il y en a parmi vous qui ont des crypto-monnaies, Débloc il vous permet aussi de gérer votre portefeuille crypto et de les échanger en euros et vice versa de manière instantanée et illimitée. Et pour moi par exemple qui a un petit peu de bitcoin, je trouve ça super pratique. Alors imagine j'ai envie de revendre quelques bitcoins pour payer mon loyer. C'est fait. Voilà, des banques comme Débloc qui sont aussi rapides, pratiques, simples d'utilisation. J'aimerais vraiment que ça se développe au Japon. Mais en attendant, si vous êtes intéressé, vous avez mon petit QR code et mon lien dans la description qui vous permet d'avoir accès à toutes les informations. Et avec mon petit code Mitsu, vous aurez même un bonus de 10 € qui vous seront offerts à l'ouverture de votre compte. Sur ce, encore une fois, un grand merci à Débloc pour sponsoriser cette vidéo. Et nous, on passe au prochain point. Des choses que je préfère quand je rentre en France, et je sais que je suis pas tout seul, parce que tous les Français qui viennent au Japon et disent tous exactement la même chose, c'est les terrasses. Que ce soit pour se boire un café, pour se faire une petite bouffe avec des potes, là, c'est un véritable bonheur de pouvoir se poser tranquillement en terrasse, surtout quand il commence à faire super beau comme là en ce moment. Un petit peu de vent, mais vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'au Japon, et en particulier dans les grandes villes, les terrasses, vous n'allez pas en voir des masses. Et ce pour plusieurs raisons qui sont déjà, le manque de place. Et si vous êtes déjà venu au Japon, je pense que c'est pas très dur à comprendre. Et la conception urbaine des bâtiments fait qu'on va surtout mettre l'accent sur l'espace intérieur. Et surtout, il y a très peu d'espaces extérieurs qui sont exploitables pour y mettre des terrasses. Et ça montre bien que du côté japonais, c'est pas l'envie qui manque. Parce que dès qu'ils peuvent mettre une petite terrasse quelque part, ils le font. Que ce soit du côté de Shibuya, Shimokitazawa ou même Shibuya récemment avec le Miyashita Park, on voit des petites terrasses qui apparaissent à droite à gauche. Et ouais, ça fait super plaisir. Mais ça reste quand même très loin de ce qu'on peut retrouver du côté français, et ce pour une raison en plus dont on ne parle pas très souvent, mais c'est tout simplement le climat. Parce que autant là, c'est vraiment le temps idéal pour pouvoir se poser tranquillement en petite terrasse, se boire un petit coup avec des amis, tout ça. Autant d'ici un mois, avec l'humidité, avec la chaleur qu'il va faire, ce sera beaucoup plus agréable de se poser en intérieur avec la clim qu'en extérieur où ce sera beaucoup plus proche d'un sauna ou d'un hammam. Et pour rester dans le thème, un autre truc aussi que j'adore en France et que je retrouve que trop peu au Japon, c'est les bons sandwichs. En vrai, pouvoir rentrer dans n'importe quelle boulangerie et tomber sur des méga bonnes baguettes bien cuites, des bons gros sandwichs, ah là là, vous imaginez même pas la chance que vous avez. De ouf! Ouais. Allez, mon sandwich niçois, vos tons de crudité là, dès que je vais en France, premier truc que je fais, je passe par une boulangerie, il y a que des bangers, c'est quoi ce truc? Et pendant ce temps-là, nous au Japon, on se tape quoi? Des vieux sandwichs triangles là. Sandwich à l'œuf. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus argumenter que ça? Allez, point suivant. au SoftBank, Docomo sont les 3 opérateurs principaux au Japon, l'équivalent de Orange, Bouygues, SFR en France. Est-ce que vous savez ce qui fait qu'en France, vous avez une exception française qui fait que vous avez des forfaits, téléphone, internet avec SMS illimité, appel illimité, internet illimité pour moins de 20 balles? C'est une petite société pas très connue qui s'appelle Free. Il a tout compris. Free, ils ont débarqué il y a une vingtaine d'années avec leurs gros sabots pour botter le cul des opérateurs en disant très simplement: vos opérateurs se foutent de vous, vous payez beaucoup trop cher vos forfaits, nous on vous fait un forfait tout illimité à 20 balles. Merci Free. Et donc forcément, pour pas disparaître face à la concurrence, les autres opérateurs eux aussi ont dû baisser leur prix. Et juste ça, ça fait qu'en France aujourd'hui, vous avez les forfaits téléphone parmi les moins chers du monde. Alors,
Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que pour le coup, c'est pas du tout le cas au Japon. Du tout. Qui fait qu'on se fait douiller à tous les niveaux dès qu'on veut prendre un forfait téléphone ou un forfait internet. Genre moi par exemple aujourd'hui j'ai un forfait téléphone tout compris avec data illimitée, 30 gigas de partage, appel illimité, 6 mois de 5 minutes. Parce que après 5 minutes, tu payes quand même. Oui, c'est tout un concept. C'est japonais. Et pour ce forfait là, je paye 7000 yens. Et si je rajoute à ça le prix du téléphone, on est à plus de 10 000 yens par mois. 100 balles juste pour le téléphone. Stop it. Get some help. Donc ouais, vos forfaits 15 balles tout compris chez Free là. Ah moi quand je vois ça, je vous promets, j'ai la haine. Donc, je tiens ici aujourd'hui officiellement à faire une petite annonce. Monsieur Xavier Niel, il y a un marché à prendre ici. Si besoin, pas de soucis, je vous mets en contact avec 2-3 personnes, on dette ça. Mais je vous en prie, monsieur Niel, faites quelque chose. S'il vous plaît. Vraiment. Très chiant. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour Internet. Déjà, nous, on n'a pas le principe de la box TV. Ça, pareil, ça fait vraiment partie des exceptions françaises. C'est-à-dire que la plupart des pays, ils ont pas ça. Et quand t'as connu ça toute ton enfance, que tu débarques ici et que tu comprends que ça n'existe pas, je vous promets, la première fois, ça fait bizarre. Mais surtout, pour juste avoir une connexion Internet chez toi, donc pas le téléphone, pas la télé, tout ça, non. Juste Internet, t'en as pour 7-8 000 yens par mois. Et tout ça, ça fait que même pour un foyer classique, si on a envie d'avoir un forfait correct, et pas un truc à 3 gigas de data là que tu vas bouffer en 2 jours, ça fait qu'on se retrouve avec facilement 150-200 balles par mois juste pour avoir un téléphone et Internet à la maison. Et ça vraiment personnellement je trouve que c'est un des points où la France, mais elle extermine, et je pèse mes mots, la plupart des pays du monde, dont le Japon. Alors une des choses qui m'a le plus surprise quand j'ai déménagé au Japon ici il y a 13 ans, et je m'en souviens encore tellement c'était un choc, c'est le prix de tout ce qui est divertissement, comme les CD ou encore les DVD par exemple. Là où en France on paye plutôt à peu près 15 € pour un album, au Japon on est plutôt autour des 3 000 yens, et ça peut même monter jusqu'à 6-7 000 yens le CD. Et je vous parle même pas des DVD ou des Blu-ray, on est quasiment sur 2 fois le prix de ce qu'on peut retrouver en France. Et là, je pense que vous vous demandez pourquoi c'est une différence. Et en réalité, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que encore aujourd'hui, le Japon, il mise énormément sur le format CD. Là où nous, on a plutôt tendance à le délaisser un petit peu pour le format streaming, dématérialisé, etc. Au Japon, les CD, c'est souvent considéré comme des objets un petit peu de collection, ce qui peut entraîner à des prix plus élevés. À savoir que les Japonais font aussi beaucoup d'éditions spéciales, éditions limitées, des lancements exclusifs avec les CD, ce qui contribue également à des prix beaucoup plus élevés sur tout ce qui est format physique. Mais ce que je trouve encore plus marquant comme différence entre la France et le Japon à ce niveau-là, c'est surtout la manière dont le pays gère l'accès à la culture et au divertissement. Et ça, c'est clairement quelque chose qui manque beaucoup ici, je trouve. Je dis pas que rien n'existe, forcément, mais on sent beaucoup moins cet attrait, si vous voulez, de la part du pays pour mettre en place des choses qui permettent un accès plus facile à la culture. Là où en France, ça fait longtemps que c'est devenu une priorité. D'ailleurs, ça, s'il y a bien un domaine où on le voit vraiment bien, c'est avec le cinéma. Alors au Japon, la moyenne globale d'une place de cinéma, c'est 1424 yens. Donc en pouvoir d'achat japonais, ça fait à peu près 14 balles. En France, la moyenne globale d'une place de ciné, c'est 7,04 €. Donc la moitié. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, de mon côté, je paye 16 balles ma place, et tatati, tatata. Encore une fois, on parle pas du prix à Paris ou dans les multiplex, on parle d'une moyenne globale sur tout le pays. Dites-vous que ici à Tokyo, la place la plus basique, c'est-à-dire pas un truc en IMAX, 4DX, etc. Non, le truc basique de chez basique, c'est 2000 yens, 20 balles. Mais pourquoi il fait ça? Ça coûte cher, c'est un peu bête. Et surtout ici, on n'a pas de pass cinéma comme en France, où tu peux payer un forfait et voir autant de films que tu veux de manière illimitée. Ça n'existe pas. Le truc qui s'en rapproche le plus, c'est une espèce de petite carte à points où au bout de 6 films, t'as droit à un film gratuit. Mais du coup, je vous laisse faire le calcul, parce que moi, qui à une époque allais 2 à 3 fois par semaine au cinéma, imaginez combien ça me coûtait. Et cet écart entre la France et le Japon, ça vient aussi du système qui est mis en place. En France, par exemple, on a beaucoup de cotisations de la part de l'État pour investir dans le cinéma français, ce qui fait d'ailleurs du cinéma français un des cinémas les plus puissants d'Europe. Là où au Japon, par contre, il y a très peu, pour pas dire pas du tout, d'investissement de la part de l'État dans le cinéma. Et ça fait que presque tout est géré par quelques gros studios privés. Enfin voilà, je vais pas vous faire un cours privé sur le cinéma au Japon, je vais pas vous barber avec ça. Quoique, ça pourrait peut-être faire une vidéo intéressante. Dites-moi. Mais donc voilà, encore une fois, en termes d'accès à la culture, que ce soit au niveau des tarifs ou même des mesures mises en place, c'est vrai que la France, elle est quand même loin au-dessus du Japon, et je trouve ça un petit peu dommage. Allez,
Bon, suivant. Je tiens quand même à préciser que je brave les tempêtes pour vous tourner ces vidéos. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, on vise les 200 000 abonnés bientôt. C'est le moment de le faire. Regardez là. Dans quel état je me mets pour vous. Ah! Vous voyez, je suis tellement un thug, le prochain point, je vais même le commencer sous la pluie. T'es un ouf, toi, un ouf malade. Alors je pense que j'apprends rien à personne en disant que le Japon, c'est un pays qui est composé en grande majeure partie de Japonais. On est à 98% à peu près de la population qui est japonaise. Et donc ce ratio, si vous voulez, parfois ça peut créer des petits problèmes pour les personnes qui ne sont donc pas japonaises. Et c'est ce que moi, personnellement, j'appelle le nombrilisme du Japon. En fait, si vous voulez, le Japon, dans tout un tas de secteurs, il pense d'abord à lui-même, que ce soit le manga, le cinéma, la musique, certaines technologies. Et ça, en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est même plutôt une bonne chose, parce que c'est justement le fait que le Japon vive dans son microcosme personnel, le fait qu'il ait comme ça un effet Galapagos, qui fait qu'il a cette petite singularité, ce côté différent des autres, qui plaît à autant de monde. Mais par contre, dans le même temps, ça peut amener parfois à des dérives qui sont totalement incompréhensibles. Et je pense que le mieux, c'est encore que je vous le montre. Alors là, on est dans un Big Camera, c'est un magasin qui vend tout un tas d'appareils électroniques, etc. Là, vous voyez, par exemple, on a une caméra Sony, voilà, la 7C, donc une caméra qui est assez connue, qui est plutôt pas mal en soi. Et je pense que, surtout en ce moment, avec le prix du yen qui se casse un peu la gueule et tout, ça pourrait être super intéressant pour tout un tas de gens d'acheter ces caméras-là. Le problème étant que, allez savoir pourquoi, et uniquement au Japon, les caméras Sony, elles ne sont qu'en japonais. Et t'as aucun moyen de pouvoir changer la langue. C'est que moi j'ai une amie à moi qui avait envie de faire du vlogging, un jour elle est venue, elle s'est acheté une caméra comme celle-là, ça c'est les caméras de chez Sony pour faire du vlog, c'est vraiment super bien pour le coup, sauf que elle l'a acheté, elle s'est rendue compte que la caméra elle était qu'en japonais, et je trouve ça dingue en fait de la part d'une marque comme Sony, qui est quand même une marque internationale, de brider manuellement ces caméras en les rendant inutilisables pour toute personne qui ne lit pas le japonais. Je trouve ça vraiment dingue en fait. Et ce problème là du nombrilisme japonais, comme j'aime l'appeler, on le retrouve vraiment dans plein d'endroits, dans plein de secteurs différents. Et même moi par exemple qui arrive à lire le japonais tout ça, ça n'empêche que moi j'ai l'habitude par exemple d'utiliser ma caméra en anglais. Je serais beaucoup moins productif si ma caméra était en japonais. Et je trouve ça dommage en fait. Sony se tire une balle dans le pied en le faisant. Je trouve ça vraiment dingue. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Enfin voilà, tout ça pour dire que ça m'énerve. Et donc écoutez, pour terminer sur le dernier point, je suis à présent à Asabujuban, qui est un petit peu le quartier français, on va dire, de Tokyo. Et je suis pas venu ici pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai un cours de chant. Je fais une émission de télé très bientôt où je vais être obligé, voilà, de... Et je vais en profiter pour vous parler du dernier point, qui est un point un petit peu plus rigolo, parce qu'il s'agit en fait de l'humour. Il faut savoir que tout ce qui est humour noir, tout ce qui est sarcasme, c'est vraiment quelque chose que les Japonais ne comprennent pas du tout en fait. Et ça, dans la vie de tous les jours, ça peut vite devenir un manque, parce que parfois t'as envie de faire des blagues, t'as envie de rigoler sur un truc ou quoi que ce soit, ou alors t'as une blague française qui vient, t'as envie de la traduire à un japonais. Sauf que si on a parmi vous qui ont déjà essayé de faire une blague comme ça à un japonais, je pense que vous voyez exactement de quoi je veux parler. Ils vont avoir une réaction où soit ils vont buter parce qu'ils vont pas du tout comprendre ce que t'as essayé de dire, soit ils vont être ultra premier degré et te dire que... t'es méchant en fait. Et donc ce que je vous propose pour terminer la vidéo, c'est qu'on aille ensemble à mon petit cours de chant et je vais en profiter pour faire une blague bien dark à mon prof et on va voir ensemble sa réaction. Et donc écoutez, le petit cours est enfin terminé et il est temps du coup de poser la question. Est-ce qu'il va comprendre cette blague? On va voir. Il est ska? はい。ひとまずのご参加ありがとうございます。いやいや、とんでもないですよ。フランス語のジョーク。フランス語のちょっとね、言ってブラックジョークなんですよ。ああ、ブラックジョークね。はい。いいですか？じゃあ、今からいきます。素直なリアクション。ゴミ箱に捨てられた赤ちゃんよりもひどいものは何？違う、ゴミ箱に捨てられてるだけで相当ひどいですよ。はい。それよりもひどいものは何か。そう。いや、もう十分ひどいからそれ以上思いつかない。じゃあいいですか？答えお願いします。はい。2つのゴミ箱に分かれて捨てられた赤ちゃん。どういうこと？ 2つのゴミ箱に捨てられた赤ちゃん？それバラバラってこと？そう。何が面白いんだよこれ。なんで笑ってんのこれ。
フランスの人ってこれで笑うんですかこれ。フランスどうかしてるからね。フランスだと超面白い。いや、面白くない。日本だったら大変なことになるよ、こんなの。ブラックジョークなのこれ。そう。いや、ブラックホラーだよ、こんなの。C'est génial, c'est exactement ce que j'avais envie de vous montrer. C'est incroyable à quel point l'humour, c'est pas la même chose en fait entre les pays. フランス語わかんないよ、何言ってるか。フランス語なんかわかります？フランス語？わかるかいだから、こんなの。わかってたら喋ってるよ、最初からもう。はい、じゃあ、ありがとうございます。とんでもない。Sur ce, écoutez, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner un petit peu tous vos retours dans les commentaires. Merci encore une fois également à Dblock qui a sponsorisé cette vidéo. Le petit lien est dans la description. Et bon, écoutez, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. On vise 200 000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est clairement le moment de le faire. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous. C'était Mitsu. Bye!